Et il est devenu ensuite, juste après, ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite, poste stratégique s'il en est. Et à un moment donné, Atkins a pris la parole, monté à la tribune et a dit, écoutez, je ne devrais pas vous dire que je me réjouis. En effet, c'est vrai que cette nationalisation ne nous fait pas plaisir. Mais maintenant qu'elle est engagée, vous devriez aller beaucoup plus loin, et notamment dans la voie de l'augmentation des prix du baril. Et Nicolas Sarkis, qui était, me dit-il, assis juste à côté du ministre irakien du pétrole, voit le ministre irakien comme ça faire, qu'est-ce qu'il dit? Et en effet, l'Américain suggérait une hausse de $5, de faire passer le prix du baril à $5 au lieu d'$1. Il dit, aucun pays de l'OPEP, aucun dirigeant de l'OPEP à l'époque n'avait même envisagé les hausses qui allaient être déclenchées par la suite et qui ont abouti à un prix du baril à $14. Donc c'est vous dire que c'était une formidable, il faut le dire en termes, une formidable manipulation qui a servi en effet les intérêts des grandes compagnies occidentales et qui leur a permis en effet de manière satisfaisante de pouvoir satisfaire ces investissements colossaux qu'elles souhaitaient entreprendre. Et ensuite, il faut tout de même rappeler qu'il y a eu un certain nombre d'alliances qui ont été tissées notamment par les États-Unis avec un certain nombre de pays comme l'Arabie Saoudite. Or l'Arabie Saoudite, et c'est là où ça devient aussi extrêmement intéressant, l'Arabie Saoudite, grand allié des États-Unis, est sur l'autre versant le pays probablement le plus anti-occidental et le plus hostile à la politique américaine dans la région. Et c'est là où nous sommes dans une phase assez délicate, car en 86, il s'est passé quelque chose, un événement considérable qui passait aussi totalement inaperçu. Et là aussi, c'est une autre forme de violence, pas encore un bruit de botte. Mais en 86, les pays de l'OPEP ont décidé, par un simple jeu d'écriture, unilatéralement, d'augmenter de 65%, je dis bien 65%, le montant de leurs réserves prouvées, c'est-à-dire les réserves considérées comme officielles. C'est-à-dire qu'elles ont augmenté de 300 milliards de barils le montant de leurs réserves, sans qu'il y ait eu pour autant, et notamment dans le cas de l'Arabie Saoudite, la moindre découverte nouvelle d'importance depuis 1967. Il s'agissait d'un simple jeu d'écriture, d'artifice comptable qui visait à deux choses, aux trois peut-être. D'abord, évidemment, élargir les quotas de production de chacun des États membres de pays pétroliers. Le deuxième point, c'était évidemment un moyen de valoriser le montant des réserves supposées, même si elles n'existaient pas. Et le troisième élément, bien entendu déterminant, c'était aussi conférer à ces pays une valeur géostratégique considérable vis-à-vis des pays consommateurs, avec des réserves considérables. Alors si on regarde les choses, et c'est là où quand même ça devient assez fascinant, on s'aperçoit que ces chiffres qui étaient non seulement contestables et discutables, mais qui auraient dû être remis en cause, ne l'ont pas été. Ils ont été insérés, je dirais, intégrés dans les chiffres, dans les calculs officiels, comme fiables, vrais, authentiques. Et nous avons calé notre production, pas seulement ça, notre consommation, notre modèle de croissance sur, en effet, donc des réserves de pétrole qui n'existent pas aujourd'hui. Un seul exemple, en ce qui concerne cette Arabie Saoudite si complexe et si ambiguë dans son attitude. D'après les chiffres donc existants et découlant de cette augmentation de 1986, il y aurait 200, en fait, dans le sous-sol saoudien, depuis le début d'exploitation, 270 milliards de barils. D'après, ça sont les chiffres officiels présentés par les dirigeants saoudiens, mais également par les responsables de l'Aramco, c'est-à-dire la compagnie pétrolière saoudienne qui a été nationalisée. Mais quand vous vous adressez aux responsables américains, aux responsables pétroliers américains qui ont exploité justement au sein de ce même Aramco jusqu'à la nationalisation le pétrole saoudien, eux vous disent qu'il y a au maximum, il y avait depuis le début au maximum 140 à 150 milliards de barils. Bon. Des deux côtés, du côté saoudien et du côté américain, on est d'accord pour estimer que 100 milliards de barils ont déjà été consommés. Bon. Si nous gardons l'option américaine, il reste 40, 50 milliards, peut-être même 60, allons jusque-là. Vous savez, 60 milliards, aujourd'hui, c'est à peine 2 années de production, donc de consommation mondiale. Aujourd'hui, nous consommons entre 84 et 88 millions de barils jour, plus de 30 milliards de barils par an. Donc, c'est vous dire l'état dans lequel se retrouverait l'économie mondiale si ces chiffres, demain, je veux dire, étaient révélés au grand jour. Et c'est là où nous voyons, par exemple, dans la crise actuelle que
que nous traversons avec un baril à 110 $, nous voyons très bien toute l'ambiguïté du jeu qui est en train de l'espèce d'affrontement qui est en train de se jouer entre les pays pétroliers et l'Occident. Que disent les pays producteurs de l'OPEP? Ils disent nous ne pouvons pas, effectivement, en raison de la faiblesse du dollar, nous ne pouvons pas évidemment augmenter notre production car nous perdrions de l'argent. La vérité, c'est que cet argument sert à masquer une réalité beaucoup plus prosaïque mais beaucoup plus préoccupante. Aucun des pays arabes de l'OPEP, et d'ailleurs un des responsables de l'OPEP l'a reconnu récemment, n'est en mesure d'augmenter les chiffres de production. Or, même l'Arabie Saoudite, qui est à 10 milliards de barils aujourd'hui, pourrait peut-être aller jusqu'à 11-12 milliards de barils, mais pas au-delà. Donc on est dans une situation extrêmement préoccupante. Et on peut regarder la crise irakienne et l'intervention militaire irakienne en 2003, peut-être à travers justement le prisme de cette réalité saoudienne et de ce déclin pétrolier saoudien. Car si, malgré en effet les nombreux reproches qu'on peut lui faire, s'il existe une administration qui connaît bien le monde du pétrole et qui connaît bien en effet les échéances pétrolières, c'est bien l'administration Bush. Et notamment, je vous renvoie à certains des propos tenus par le vice-président Cheney, justement sur la nécessité de trouver très rapidement, en raison effectivement de la formidable croissance de la consommation, de trouver de nouveaux débouchés en termes de réserves. Car nous sommes aujourd'hui dans une situation où pour tous les jours, pour 6 barils que nous consommons chaque jour, il y a simplement un nouveau baril de découvert. Donc c'est une situation alarmante aujourd'hui. Et quand en effet, je veux dire, les États-Unis militairement se sont tournés contre l'Irak avec cette approche vertueuse qui visait en effet à renverser un dictateur, même M. Greenspan aujourd'hui dans ses mémoires le reconnaît, intervenir militairement en Irak visait avant tout en effet donc le pétrole irakien qui pouvait constituer un excellent substitut puisque sous-utilisé depuis des années en raison de l'embargo qui pesait sur le régime de Saddam Hussein, il fournissait évidemment une alternative au déclin saoudien. Alors maintenant, évidemment, tout ça a été déjoué un peu par les faits. Mais il y a une chose très intéressante. La première décision prise par l'administration Bush, lorsqu'elle arrive au pouvoir, lorsqu'elle s'installe à la Maison-Blanche en 2001, ça n'est pas du tout ce qui les préoccupe. La priorité pour cette administration ne sont pas les problèmes de sécurité, les questions de terrorisme, c'est la question de l'énergie. Et la première décision qui est prise par cette administration, c'est la création d'une commission sur l'énergie. Et cette commission sur l'énergie est présidée par le vice-président Cheney. Et la chose très étrange, c'est qu'elle est surnommée par un des meilleurs journalistes et meilleurs connaisseurs de la vie politique de Washington, Dana Milbank, qui est un journaliste du Washington Post. Elle est surnommée la société secrète. Personne n'est au courant effectivement d'ordre du jour. Personne ne connaît les membres et les participants donc aux travaux de ces commissions. Bon, bref. Les choses durent pendant 6 à 8 mois. Au bout de 8 mois, on estime que cette commission travaille avec des fonds publics et donc elle est tenue de divulguer le détail de ses travaux. Et il y a une véritable guérilla juridique, la Maison-Blanche refuse, bref, donc au bout de 2 ans de guérilla juridique, une cour d'appel fédérale oblige cette commission donc sur l'énergie à rendre public ses travaux. Et le texte, probablement le document le plus intéressant de cette commission, est une carte de l'Irak qui remonte à mars 2001, et qui montre en effet tout le sud du territoire irakien, donc qui est une zone prometteuse en termes d'exploitation pétrolière, découpée en 8 lots d'exploitation, 8 gisements potentiels. Donc c'est vous dire à quel point en effet ça revêtait une importance considérable pour l'administration Bush. Ça c'est un point. Mais j'ajouterais aujourd'hui que nous sommes rentrés dans une guerre des ressources. C'est vrai que nous sommes rentrés dans une phase historique où le déclin des réserves prouvé partout à travers le monde coïncide évidemment, vous le constatez tous les jours, avec une explosion de la consommation et de la demande mondiale, notamment tirée par un certain nombre ou accentuée par un certain nombre de pays comme la Chine. Les Chinois sont extrêmement inquiets et angoissés. Parce qu'en effet, je veux dire, ils ont peur de manquer, d'abord ils ont peur de manquer d'accès à une énergie fossile, et d'autre part, ils sont inquiets d'une chose. J'avais rencontré le professeur Ma, qui est le conseiller pour l'énergie du président Jingtao, il lui disait, le problème du prix du baril, pour nous, n'est pas vraiment une inquiétude, parce que nous pouvons payer beaucoup plus cher. Et le problème, c'est le problème de la sécurité de nos approvisionnements. Entre le Golfe et les ports chinois, la marine américaine est en mesure, si elle le souhaite, de couper toutes nos lignes d'approvisionnement. Et ça, c'est la vraie peur aujourd'hui.